toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Toujours autant de commentaires que je me plais à lire, plus ou moins positifs bien évidemment. Il y a un commentaire qui m'a fait réagir, encore une vidéo pour rien dire. Oui, tu as raison, c'est un petit peu le fardeau, si tu veux, des influenceurs ou des youtubeurs qui font des vidéos au quotidien. Mais je pense qu'il y a toujours des choses à dire. D'ailleurs, aujourd'hui, on va dire des choses très pertinentes et très intéressantes pour clôturer cette semaine. Il y a des choses aussi, des jours de volatilité par rapport au CPE Core qui devraient éventuellement nous donner une forme de direction relativement franche, notamment par rapport à Wall Street ou par rapport aux technologies blockchain et notamment Bitcoin. Je pense qu'on aura de la volatilité aujourd'hui à partir de 14h30, donc soyons patients. Honnêtement, je pense que tous les ingrédients sont bons pour essayer de trouver une direction, que ce soit la hausse ou par rapport à la baisse. On arrive en fin d'année, on a des échéances au niveau des options qu'on va regarder ensemble toujours sur un maximum press à 19 000 $. Je pense qu'on va pouvoir s'y diriger relativement aisément dans les prochaines heures, voire prochains jours. On va parler de tout ça et également par rapport aux 3 grands défis, on le reprendra dans les prochaines vidéos du Bitcoin, notamment sur un prochain live à partir de la rentrée, les 3 grands défis qui nous attendent en 2023. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 11 700 sur ce Discord. Peut-être 17 000 dans quelques mois ou quelques années. En tout cas, avec grand plaisir de vous accueillir. Le lien sera dans la description. Vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. J'utilise personnellement depuis des années, m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme. Je suis plutôt investisseur moyen, long terme personnellement. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les technologies blockchain, cryptoactifs ou sur les valeurs plus traditionnelles, type actions. Et d'ailleurs, on parlera de Tesla, j'ai eu une demande dans ce sens-là, Hermès. Regarde Tesla, ils viennent rentrer en zone éco. Est-ce que tu te positionnes dessus? C'est peut-être le bon moment. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. On parle Bitcoin très rapidement. On se met en 1 heure, on peut se mettre en 4 heures. On voit d'ailleurs qu'on est en train de grinder cette espèce de trendline fantôme. Vous savez, on les trace, vous pouvez en tracer autant que vous voulez. Et puis finalement, vous allez retrouver des espèces de confluences qui fonctionnent plutôt pas trop mal, notamment avec des retracements de Fibonacci et qui, par-delà, peut utiliser après Ishimoku Kinkoyo. Donc c'est relativement intéressant. Est-ce que ça permet, entre guillemets, de rationaliser des investissements de trade? C'est toujours, ou des trades tout simplement, c'est toujours relativement délicat. Il faut réunir plusieurs conditions pour pouvoir rationaliser un trade. Généralement, certains trouveront des obliques, certains trouveront éventuellement des supports, d'autres des résistances, d'autres avec des Tenkan Kijun, ou des hauts de nuages ou des bas de nuages, ASSB au niveau d'Ishimoku Kinkoyo, ou des fins de vague 5, ou des fins de vague 3, ou des fins de vague par rapport aux ilotistes. C'est toujours la même chose, il faut essayer de réunir 3 indicateurs ou 3 conditions pour pouvoir rationaliser un trade. 1, une zone, ou potentiellement une localisation. Moi, j'utilise des zones de rechargement de vente logique, des premiers arrêts ou des zones de rechargement d'achat logique, quels que soient les timeframes visés. On peut utiliser aussi des divergences sur notre momentum ou sur notre RSI, ça peut être aussi très utilisé. Vous pouvez aussi utiliser les volumes, notamment au niveau de l'OBV, pour voir si c'est plutôt croissant ou plutôt décroissant, et également est-ce que c'est plutôt entre les mains des acheteurs ou plutôt par rapport aux mains des vendeurs, pour essayer de toujours rester dans la tendance. Actuellement, la tendance de fond reste baissière, mais on essaye de tenter des espèces de retournements. D'ailleurs, on avait cette bougie qu'on avait bien identifiée ensemble par rapport à cet avalement haussier, et jusqu'à preuve du contraire, à part faire de la chasse à la liquidité, juste ici, revenir sur une toute petite timeframe, dans une zone de rechargement d'achat très court terme, on peut se mettre dans des toutes petites timeframes, et ben on est en train en fait de piéger potentiellement beaucoup de vendeurs actuellement sur ce petit marché, puisqu'on est relativement bear. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la localisation n'est pas en faveur des bears. La localisation des bears sera potentiellement sur un premier arrêt ici, 17 000 $ et dans une zone de rechargement de vente logique. La prise de liquidité a déjà été faite. Dès lors, posons-nous la question. Posons-nous la question. Si Bitcoin tente à faire ce type de choses dans les prochains jours ou prochains jours, le CPE Core pourrait nous donner éventuellement un petit peu de volatilité. Pourquoi venir ici puisque la liquidité a déjà été prise? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc posons-nous les questions. J'ai des objectifs un tout petit peu plus haut, moi plutôt proche des 19 500 voire les 20 000 $, zone de rechargement de short court terme par rapport au précédent mouvement. Tout simplement. On avait d'ailleurs tiré cette A, B, C, c'est parfaitement atteinte. On peut éventuellement maintenant penser qu'on est en train de faire une 2 dans une 2 pour aller chercher une 3. Et si ici on peut s'accorder éventuellement à dire que nous sommes dans une 3, quelles que soient les vagues des notes que vous utilisez, je vous donne l'objectif complètement théorique, on va juste un petit peu effacer parce que c'est vite brouillon cette histoire. Hop, on va revenir ici. Restez avec moi. Vous prenez vos extensions de Fibonacci. On a une, entre guillemets, un bas ici, un 0, ici un 1, ici bas de 2, 2 pour aller chercher une 3, 0,618, 1, 1,618, premier arrêt de tout le précédent mouvement, plus zone de rechargement de vente logique. Bon, vendeur, si vous voulez éventuellement vous positionner, les 17 780 $ n'est pas une mauvaise localisation pour aller chercher une extension de 3. Derrière, vous aurez potentiellement
une 3, une 4 et potentiellement une 5. Toujours pareil, 0,618, 1, 1,618, 2,618 jusqu'à 3,618 et là on peut éventuellement la faire passer où? Dans une zone de rechargement de vente court terme logique de tout le précédent mouvement. Donc attention, hein, ceux qui vendent ici, on vient vous chercher. Et on le voit très bien sur l'order flow d'ailleurs, hein, juste ici, je passe en 30 minutes. On se demande, qu'est-ce qui était en train de se passer encore hier? Ça commençait à monter, ça commençait à monter. Mais pour le coup, on voyait pas que ça achetait. Parce que là, on était plutôt en train de décroître au niveau de nos CVD sur les contrats futurs et au niveau du CVD spot, on était plutôt en train de décroître. Donc, en termes de déduction, on peut penser qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui savaient peut-être quelque chose que nous ne savons pas. Si, il y a une news qui passait et qui est en train de faire grand bruit, qui nous fait peur, et j'essaie de répondre aussi à cette question. Derrière beaucoup de vendeurs à découvert, le prix s'apprécie, boum, retour à la caisse départ, et on shoot quelques millions de dollars de vendeurs à découvert, avec un retour des tout petits volumes. Alors je suis sur une très petite time frame, mais retour des volumes acheteurs, et on est en train de travailler, retour à la caisse départ, sur les 16 800 dollars. Je pense que ce cours peut continuer à s'apprécier. Faites attention, ce n'est pas une bonne localisation pour pouvoir vendre ce marché et ceci n'est peut-être pas entre guillemets à entrevoir dans les prochaines heures ou prochains jours, sauf si le CPI Core dépasse l'entendement et est extrêmement négatif. Mais pour le coup, ça ne suivrait pas une suite logique par rapport au CPI et par rapport à d'autres indicateurs qu'on a eu précédemment. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur Bitcoin. Il ne se passe strictement rien, donc on attendra bien sûr des résolutions. On est actuellement dans un range, maintenant qu'on le sait, donc autant en profiter. Hein. Je vais mettre sur une autre time frame. Donc haut de range ici, on peut le prendre à 18 200 $, donc un petit peu plus haut si on prenait la mèche, donc 18 400 $. Et bas de range ici qui n'a pas bougé, au 15 487 $. Je suis actuellement sur Bitfinex, ça peut éventuellement varier en fonction des échangeurs, toujours la même chose. Hein, ne vous prenez pas la tête, coupez les écrans pendant les fêtes de fin d'année. Soyez prêts et proches de vos familles et de vos amis, puisque en fait la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est ceci. Clic droit, édition, oui, jusqu'à je sais pas quand. Allez, on va le prendre jusqu'à fin janvier. Je fixe une alerte ici, je refixe une alerte ici, et derrière, je m'occupe plus de rien. Et si ça sonne, je regarde les écrans. Si ça sonne pas, je ne fais strictement rien. Voilà, tout simplement. Donc aucune obligation d'aller à les écrans. Vous avez vos bandes de range qui sont clairement identifiées. Potentiellement, si ça vient en taper une des deux, range trader, positionnez-vous. Hein, c'est toujours pareil. Hein, si ça sonne en bas, peut-être prendre un contre-tendance, c'est pas complètement délirant. Et si ça tape en haut, et éventuellement prendre une tendance, ça peut être éventuellement intéressant. Faites attention, puisque si on vient à taper en haut, peut-être le plus probable, c'est d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique. Vous avez les fameux 20 000 $ qui est une énorme résistance, qui était précédemment un énorme support, qui pourrait potentiellement être vu pendant cette faible période d'acteurs sur le marché. Donc moins d'acteurs sur le marché égale moins de liquidité, égale plus de volatilité potentiellement. Alors c'est ce qu'on dit, mais c'est pas forcément ce qu'on voit. Hein, dans le passé, généralement pendant les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je vous mets au défi de reprendre le match de la Coupe du Monde. Si vous reprenez exactement le match de la Coupe du Monde et on vient dans des toutes petites time frames, c'était très rigolo, on peut revenir ici. Regardez un petit peu la volatilité qu'on a eue. Alors, on va essayer de le reprendre, c'était dimanche. Dimanche 18. Voilà, on va le revenir ici. Dimanche 18. J'étais un peu plus là-bas. Voilà, dimanche 18, c'était de heure française, de 16h. Voilà, juste là. En fait, de 16h, grosso dimanche, je pars un petit peu. Voilà. Coucou. Voilà, c'était ici. De 16h à 19h, quoi, à peu près, ou de 15h, voilà. Vous regardez, en fait, voilà, c'était juste ici. Vous regardez la volatilité qu'il y a eu entre le match de la Coupe du Monde. C'est impressionnant, hein. Bon, il y avait personne derrière les écrans, on aurait pu penser que ça y est, il y aurait des gros mouvements. Bah finalement, victoire de l'Argentine ou de la France aurait été peut-être la même chose. Pouc, on vient chercher un petit peu de liquidité, bah c'est très bien, bravo. Mais il ne serait strictement rien passé. Hein. Vraiment, pendant toute la période du match, et c'était un match relativement long et fort en émotion, il s'est strictement rien passé sur le marché alors que il y avait 3 milliards de personnes derrière les écrans à travers le monde. Donc on est un petit peu moins derrière les écrans au niveau de Bitcoin, bien évidemment. Donc faites attention à ces croyances. Hein. C'est pas parce qu'il y a moins de personnes sur le marché qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Généralement, on revient souvent à la case départ. C'est ce qu'on dit souvent l'été d'ailleurs. Quand vous avez des gros pics de volatilité l'été, généralement le cours se fait un malin plaisir. Même si S&P 500 prend, je vais dire une bêtise, 20% pendant l'été, entre juillet et août, généralement en début septembre, il revient à la case départ pour reconstruire après et rechercher cette liquidité avec les gros opérateurs de marché. Donc généralement, on annule tous les mouvements de l'été ou tous les mouvements des vacances, on les annule à la rentrée. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. On a quand même des clusters qui sont actuellement
ou des max main price, qui sont encore clairement identifiés, notamment aux alentours des 19 000 $. Alors je vais être honnête avec vous, qu'on finisse à 18 500, qu'on finisse à 18 000 ou qu'on finisse à 17 500, il n'y aura pas, entre guillemets, fort rééquilibrage au niveau des opérateurs de marché, au niveau des market makers. Clairement, ce sera pas délirant. Bien que ce soit exactement la même chose si on finit à 21 000 ou si on finit à 22 000 d'ici 5 jours ou une semaine, il n'y aura pas si vous voulez, de grands mouvements au niveau des market makers pour pouvoir rééquilibrer leur portefeuille. Donc les gros strike price c'est plutôt 15 000 $. Donc on peut douter qu'on soit à 15 000 $ à la fin de décembre, et on peut douter qu'on soit à 30 000 $ à la fin décembre. C'est exactement la même chose sur Ethereum. Actuellement 1400 $ au niveau du maximum price. On peut donc douter qu'on soit à 1000 $ pour la fin du mois, et on peut éventuellement douter qu'on soit à 1600 $ pour la fin du mois, bien qu'il y ait quand même des intérêts à qu'on soit sur ce niveau de prix, que ce soit pour des calls et des puts. Ce sont généralement des institutionnels qui essayent de se rapprocher le plus, voire le dépasser, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, pour essayer d'aller se faire exécuter ces options, tout simplement. Et ça peut être fait pendant des périodes de faible volatilité, enfin de faible liquidité, notamment sur les marchés. Des news qui sont très importantes. Et il faut le dire, ces news-là, est-ce qu'il y aura un impact ou pas fort sur le marché, notamment des cryptoactifs? Faillite de corps scientifique, le mineur de BTC obtient le sursis de 37 millions de $, etc. Vous en avez beaucoup qui sont dans ce sens-là. C'est une news qui est arrivée aujourd'hui, donc il est allé déposer logiquement par rapport au chapitre 11 dans l'état du Texas. C'est un des plus gros, voire le plus gros mineur mondial. Je crois que c'est 240 000 machines de mining aujourd'hui qui tournent H24/7/7. Effectivement, la faillite. Donc il était valorisé plus de 8 milliards de $. Aujourd'hui, il est valorisé très proche de plus rien, puisque quel est le coût en fait des machines de mining au bout de 3 ans d'utilisation très intensive? Malheureusement, vos cartes graphiques ou vos ASICs malheureusement valent beaucoup moins. Généralement, c'est amorti, donc c'est proche de zéro. En tout cas, toutes ces machines sont proches de zéro. Oui, effectivement, il est en train de subir la douloureuse par rapport à Bitcoin et par rapport au retracement des marchés financiers, notamment cryptoactifs. On pouvait éventuellement s'y attendre. On attendait cette fameuse capitulation des mineurs. On estime à peu près à moins 20% au niveau du taux de hash rate pour, entre guillemets, avoir cette fameuse liquidation des mineurs ou capitulation des mineurs. Vous l'avez ici, on commence à revoir en fait du rouge ici par rapport à une capitulation, donc on le voit pas très très bien. Ici, on est sur l'indicateur du H-ribbon. Donc on commence la capitulation maintenant depuis c'est fin novembre. Ça va continuer à débrancher, ça va continuer à débrancher. Actuellement, tant qu'ils sont, entre guillemets, dans une procédure qu'on peut dire de sauvegarde, pour éviter la faillite, partez du principe qu'ils ne débranchent pas. Ils débranchent pas du jour au lendemain. Oh, faillite, on débranche. Et il y en a beaucoup qui disent, ils ont peut-être beaucoup de Bitcoin à vendre. Alors honnêtement, ils ont probablement plus beaucoup de Bitcoin. Et ils essayent plutôt de le vendre plus cher actuellement pour essayer de retomber sur leurs pattes. Honnêtement, je pense que tous les mineurs sont à sec. Ou en tout cas une très grande partie des mineurs sont à sec. Donc ceux qui ont des faibles coûts énergétiques, à ce moment-là, ils continuent à vendre et à être rentables. On pouvait éventuellement parler de 8 000 $, 15 000 $, 12 000 $ pour ceux qui ont entre guillemets, les meilleurs coûts énergétiques, donc inférieur à 3 centimes de dollars le kilowattheure. C'est 3 centimes de dollars le kilowattheure, c'est très très peu. Partez du principe qu'en France, en moyenne, on est à 17-18 centimes avec le bouclier énergétique. Donc, mais de façon normale, on est à 17 centimes le kilowattheure. C'est fou, hein. Prenons-le, hein. Comme ça, même ceux qui sont proches de barrages hydrauliques, etc., ou comment ça s'appelle, de parcs éoliens ou de parcs solaires par rapport à des décisions communales, vous êtes aux alentours des à peu près 13 centimes d'euros le kilowattheure. Donc 3 centimes, c'est très très peu. 2, 3 centimes, 5 centimes, c'est très très peu. Et déjà, même ceux qui sont à 5 centimes, 6 centimes, sont déjà sous l'eau. Donc on pouvait éventuellement s'imaginer que ce type d'entreprise, qui est aujourd'hui le fleuron du mining mondial, pouvait avoir des énormes, entre guillemets, coûts énergétiques qui sont très intéressants. Notamment les Texans, ils ont des coûts énergétiques qui sont parmi les plus bas de la Terre, avec des négociations et des partenariats qu'ils peuvent faire avec les politiques, etc. Partez du principe que si ces gens-là commencent à débrancher, ça va être dur pour le hash rate, mais Bitcoin s'en remettra très bien. En fait, ça ne va pas influencer le cours du Bitcoin en tant que tel, à part continuer à, entre guillemets, alimenter du FUD. Mais je pense que ces mecs-là, ils ont plus 100 000 Bitcoins, si vous voulez. J'y crois pas. Je pense qu'ils ont déjà tout vendu. Donc le Bitcoin s'en fiche complètement. Les mining peut partir, c'est pas très très grave.
Honnêtement, il se passera strictement rien. Ça continuera un petit peu probablement comme en 2018. Il y a eu une capitulation des mineurs sans précédent, mais ce sont pas les mineurs qui ont fait chuter le prix de 50%. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Donc pour moi, il n'y aura strictement rien qui se passera, même si ces gens-là débranchent, même si c'est une tragédie pour ces entreprises de mining. Bah, malheureusement, ils feront potentiellement autre chose. C'est dommage pour les investisseurs, c'est dommage pour ceux qui y ont cru, c'est dommage pour ceux qui ont spéculé, notamment sur ces technologies-là, notamment à travers des actions, parce qu'ils étaient tous plus ou moins cotés en bourse. Je sais qu'ils étaient cotés en bourse. C'est exactement la même chose pour Argo, me semble-t-il. Vend BTC désespérément, les mineurs de Bitcoin. Argo veut éviter la faillite à tout prix. Vous voyez qu'ils n'ont pas encore débranché, ils essaient encore de lever des capitaux. Ils sont sous le chapitre 11 aux États-Unis, etc. Bon, vous avez compris l'histoire, ils sont tous en train de débrancher. Je vous donne mon avis. Bitcoin s'en fiche complètement. Voilà, Bitcoin a été fait justement pour pouvoir s'équilibrer en fonction de la difficulté de mining. Et c'est bon pour le marché de purger au niveau du mining, puisque les plus forts, les plus résilients, les plus, peut-être pas malins, mais ceux qui ont pris les meilleures décisions stratégiques vont continuer à miner et à augmenter leur récompense de mining, tout simplement. Donc c'est plutôt en fait un concours de celui qui tiendra le plus. Hein, vous savez, c'est un petit. Vous imaginez toutes ces entreprises de mining, c'est très imagé, hein, on peut partir dans ce sens-là. Vous êtes à koh sur les poteaux de koh, le premier qui tombe, et ben ça permet en fait de donner plus d'énergie à celui qui reste pour dire il en reste plus que, il en reste plus que, il en reste plus que, et à la fin, bah c'est le dernier qui reste sur le poteau qui rafle la mise, quoi, si vous voulez. Donc il n'y en aura plus qu'un seul, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, il y aura des centaines de milliers de mineurs à travers le monde, et ils continueront à travailler comme ça, ceux qui ont été les plus stratégiquement sains, si vous voulez, dans leur décision d'investissement partout dans le monde. Donc c'est difficile au niveau de l'énergie, mais il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place sur l'énergie renouvelable, Bitcoin vert, etc. Je pense que ça ira dans le bon sens, et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre, évidemment. Voilà, donc je voulais parler de cette news-là, je pense que c'est important. On finit sur les 3 grands défis qui nous attendent vis-à-vis de Bitcoin et des technologies blockchain. Bon, et après j'ai une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'au bout. Petite surprise, puisqu'on a fait appel à une IA pour savoir qu'est-ce qu'elle pensait de l'avenir des technologies blockchain et du Bitcoin. J'espère que ça vous plaira. Les 3 grands défis qui nous attendent en 2023, il faut le comprendre, c'est clairement la régulation et la réglementation. Si vous pensez que c'est une mauvaise chose, partez du principe que c'est peut-être le salut de tous les spéculateurs aujourd'hui et de tous les investisseurs sur les technologies blockchain. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Je pense que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes moins de 10% à être là pour la technologie, pour la révolution technologique et pour l'anarchie de cette émancipation du système financier en place. On est moins de 10%. Vous êtes 90%, voire bien plus de 90% à être là pour la thune. Il faut juste se l'accorder. Dès lors, si vous êtes là pour l'argent, et si vous m'écoutez pour l'argent, la réglementation et la régulation est du pain béni pour nous. Ou du pain béni pour vous, ou nous avec un N majuscule. En tout cas, je parle de nous par rapport à la majorité des gens qui sont encore là sur ce marché. Parce qu'on tient, parce qu'on ne capitule pas, parce qu'on est là pour le gain financier, et pas forcément par rapport au projet, à l'idée. On est venu un petit peu par l'idée, on est venu par le projet, mais quand vous y êtes et quand vous y restez, le projet passe après, c'est plutôt vos deniers, vos économies qui passent avant tout, puisque l'argent est un outil et l'argent est un petit peu le nerf, si vous voulez, de la guerre. Il faut comprendre que 95% des flux de capitaux, 95% des flux de capitaux aujourd'hui qui naviguent à travers le monde, sont détenus par 2 grandes catégories. 1. Les fonds souverains. Faut le savoir. États-Unis, Europe, Soudan, Qatar, Chine, tout ce que vous voulez. Les fonds souverains. La deuxième plus grosse catégorie sur la planète, c'est les fonds de pension. Retraite militaire, etc., etc. Complémentaire retraite, tout ce que vous voulez. Donc vous mettez les fonds souverains d'un côté et vous mettez les retraites de l'autre. C'est 95% des flux de capitaux qui tournent aujourd'hui sur la planète. Aujourd'hui, ces flux-là ne vont pas dans les technologies blockchain ou dans la crypto-monnaie. Ils vont pas sur Bitcoin. Ils peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas régulé. Dès lors, le jour où il y a une réglementation, une régulation, un cadre juridique autour de ces technologies-là, autour de ces actifs numériques, appelez-le comme vous voulez, enlevez le mot monnaie si vous voulez, on trouvera bien une nouvelle définition, je fais confiance en nos politiques, en nos décideurs mondiaux pour ça. Partez du principe qu'on s'attend à un raz-de-marée financier qui devrait se déverser dans ces technologies-là. Aujourd'hui, on est en train de jouer, si vous le souhaitez, avec moins de 3% des flux financiers. Et moins de 3% de ces flux financiers qui naviguent sur la planète, partez du principe qu'il y en a moins de 5% de ces 3% qui sont actuellement investis, et d'ailleurs qui sortent, on peut éventuellement se l'accorder, de ces technologies, en tout cas de ces projets crypto. Et on parle quand même de levée de fonds à hauteur de 30 milliards de dollars.
Donc oui, Goldman Sachs y est, oui, JP Morgan y est, oui, Société Générale y est, oui, les grandes banques systémiques mondiales sont en train de s'intéresser, mais franchement, ça vous fait pas marrer de savoir que Goldman Sachs a investi 24 millions de dollars dans la FTX? Ou BlackRock a investi 24 millions, je sais plus si c'est Goldman Sachs ou BlackRock, 24 millions de dollars, mais sans déconner, c'est même pas le prix de leur fête de fin d'année pour l'ensemble de leurs collaborateurs, 24 millions de dollars. Donc, partez du principe que ces sommes sont minuscules par rapport à ce que ça pourrait demain générer, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça, c'est la première chose. Ces fonds-là, ces flux de capitaux sont exclus du marché. La régulation et la réglementation les fera potentiellement intervenir. Prenez 5% de 95%, je vous laisse imaginer la valorisation de Bitcoin ou de Ethereum, si jamais on perdure bien sûr dans cette dynamique-là et que si ces technologies tendent à perdurer, ce dont je crois. La deuxième chose, c'est le pivot de la Fed et le retour de la planche à billets. Je le dis, il se passera très probablement fin 2023. Actuellement, le consensus, et je l'ai l'ai pas récupéré, mais le consensus, c'est juillet 2023. Juillet ou septembre 2023 au niveau du pivot de la Fed. Donc on restera sur un plateau, le plateau sera probablement pricé, le pivot sera probablement vendu, donc c'est, encore une fois, je le répète, deuxième, troisième trimestre 2023. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement faire une petite chasse à liquidité, repartir et structurer des bottoms durs et définitifs, potentiellement après un joli rallye de printemps. Mais pour l'instant, on ne le voit pas dans les graphiques, donc on peut malheureusement pas le dire. On peut éventuellement essayer de le jouer, essayer de l'entrevoir, essayer de le spéculer, mais c'est très difficile parce que, encore une fois, contre-tendance. Donc le deuxième grand défi, entre guillemets, c'est le pivot de la Fed et le retour de la planche à billets. Je pense personnellement qu'en 2024-2025, il y aura plus de planches à billets. Bien plus qu'on n'a jamais vu précédemment pour essayer de faire une sortie de crise comme jamais. Prenez tous les grands bouleversements mondiaux. Première, deuxième guerre mondiale, crise du Covid, aujourd'hui crise énergétique. Nos politiques aujourd'hui qui sont actuellement au pouvoir, et je prends par exemple le cas français, partez du principe qu'ils seront avec nous jusqu'en 2027. Faut le savoir, jusqu'à 2027 ils sont avec nous. Et aujourd'hui Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous dit qu'on est en train de vivre la plus grande crise depuis la deuxième guerre mondiale. Depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Il faut le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale? Le plan Marshall. De quoi ils sont en train de parler actuellement? Du grand plan énergétique ou du grand plan Marshall. D'ailleurs, ça a été signé. 270 milliards de levée de fonds, de levée de capitaux sur les marchés financiers pour l'État français en 2023. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est au début de rien aujourd'hui. Donc la planche à billets va revenir plus fort, plus vite, plus tout ce que vous voulez. Et ça, potentiellement, et très probablement, va bénéficier pour les technologies blockchain. La troisième chose, le troisième grand défi, c'est cette fameuse récession-inflation. Bah oui, il faut le savoir. Si on a de l'inflation-récession, c'est quasiment du jamais vu. Certains parlent de stagflation, on commence à y sortir un petit peu, mais c'est pas complètement impossible. Est-ce que la croissance est toujours corrigée de l'inflation? Il faut le savoir aussi. C'est super important. La croissance de nos États ou la croissance de nos pays est toujours corrigée de l'inflation. Ce qui n'est pas corrigé de l'inflation, c'est nos dettes. Et on ne se cache pas qu'une inflation plus soutenue est plutôt bénéfique pour les dettes souveraines. Vous pouvez bien sûr l'imaginer, puisqu'à euro constant, vous avez plus d'euros pour rembourser votre dette, puisqu'il y a de l'inflation. Donc, automatiquement, vous appréciez les salaires, vous appréciez les impôts, vous appréciez les rendements, vous appréciez tout ce que vous voulez, plus d'inflation, ça permet de rembourser les dettes plus facilement. Vous pouvez bien sûr le comprendre. Bien sûr, s'il y a trop d'inflation, c'est beaucoup plus compliqué, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et puis, il y a des taux d'emprunt par rapport au risque. On ne va pas rentrer dans le détail, on avait déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Vous avez beaucoup de vidéos dans ce sens-là, mais une inflation soutenue, longue et bonne, si vous voulez, pour les dettes souveraines, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour ça. Donc, est-ce qu'on aura une récession dure? Est-ce qu'on aura une récession douce? Est-ce qu'on aura ce fameux dégonflement au niveau de l'inflation? Est-ce qu'on va revenir sur des taux plus ou moins nominaux aux alentours des 2? Alors, l'objectif c'est 2, mais si on est à 3,2, vous imaginez bien que ce ne sera pas la Bérésina, on sera nettement inférieur à 10, si vous voulez, et on regardera ces chiffres-là dans ce sens-là. L'inflation a diminué de 70% l'espace d'un an, donc c'est plutôt sympa, plutôt que de dire diminuer de 7 points. On s'en fiche un peu, mais vous comprenez que nos politiques seront bien évidemment se jouer de ces chiffres-là pour pouvoir dire qu'ils ont réussi, ils ont gagné, et c'est génial, et j'espère que ça nous fera gagner aussi derrière. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire, je finis par la petite surprise, très important quand même par rapport à mon petit prono, vous êtes 3
à ne pas être venu me voir. Donc je vous attends pour éventuellement vous envoyer vos clés Ledger, etc. Vous êtes 3. Donc si vous vous reconnaissez, venez me voir en message privé. Tous ceux qui sont déjà venus me voir, il n'y a pas de problème. C'est prêt, c'est packagé, je vous les envoie, il n'y a aucun souci avec ça. Mais vous êtes 3 en fait à ne pas être venus par rapport à chercher vos récompenses. Je vous le dis également, je vous le redis, il y a Swissborg. On avait fait un super interview d'ailleurs avec Anthony. N'hésitez pas à venir le découvrir avec Anthony. Donc c'est le CSO, donc le directeur et cofondateur de la stratégie au niveau du Swissborg. Actuellement, vous avez lien de parrainage, donc toujours pareil, hein, c'est $50 ou 50 € de dépôt, vous avez entre 1 et $100 en petit ticket bonus, et vous avez actuellement le double. Donc profitez-en, c'est jusqu'au 27 décembre, je le dirai encore une fois, et après ça s'en va, et également la série A, si vous voulez éventuellement vous renseigner par rapport à ça, on en a beaucoup discuté. Exactement la même chose, il me reste quelques bonus à envoyer, si vous êtes intéressé, parce qu'on ne pouvait plus faire de contrat futur sur Binance, je sais que vous êtes nombreux à être sur Binance précédemment. Je suis en relation avec Bybit, j'ai une bonne relation avec eux. Je double votre bonus de $25 en contrat futur, mais là je vous l'envoie en spot. N'hésitez pas, le lien sera dans la description, et je finirai là-dessus. J'avais dit pour les 30 prochains, et je crois qu'il m'en reste peut-être 5 ou 6 à envoyer. S'il y en a 10, je vous enverrai les 10. Hein, on s'arrêtera pas à 30 piles. S'il y en a 32, je vous envoie $25. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, je vous les envoie en spot. Seule condition, faire un dépôt minimum et être nouveaux inscrits sur Bybit. $100 minimum. Et vous avez également une vidéo qu'on avait réalisée avec un country manager. Si ça vous intéresse, lien également dans la description. Je finis juste par cette petite surprise, puisqu'on a demandé à ChatGPT, le fameux OpenAI. Alors vous avez des centaines, peut-être des centaines de milliers de vidéos qui parlent actuellement de ce truc-là. Je trouve ça juste dingue. Je pense que honnêtement, il y a peut-être un avant et un après. D'ailleurs, il y a déjà les premiers problèmes, puisque soi-disant que c'est en train d'affluer sur les réseaux sociaux, et on sait plus si c'est un humain ou si c'est une IA maintenant qui parle au niveau des articles, au niveau de tout ça. Je trouvais ça peut-être intéressant quand même de demander à une IA qu'est-ce qu'il pense en fait au niveau des technologies blockchain et de l'avenir de Bitcoin. On finira cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Restez avec moi et écoutez ça. L'avenir de Bitcoin et des technologies blockchain est incertain. Mais il y a de fortes raisons de croire que ces technologies ont un avenir prometteur. Depuis sa création en 2009, le Bitcoin a connu une croissance explosive et est devenu la première et la plus célèbre des crypto-monnaies. Bien que son cours ait connu des hauts et des bas, il reste l'une des principales options d'investissement dans le monde de la crypto. En plus de son utilisation comme monnaie numérique, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont également attiré l'attention en tant que réserve de valeur et moyen de transfert de fonds sans l'intervention de tiers. Cela les rend particulièrement attrayants dans les pays où les systèmes financiers traditionnels sont instables et inefficaces. Les technologies blockchain qui permettent de stocker et de transférer des données de manière sécurisée et transparente sont également en train de gagner en popularité. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines, tels que la supply chain, l'identité numérique, l'assurance et même l'électricité verte. Malgré leur potentiel, il reste encore des défis à surmonter pour que le Bitcoin et les technologies blockchain atteignent leur plein potentiel. La réglementation et l'adoption par les entreprises et les gouvernements sont encore incertaines dans de nombreux pays. Et il y a eu des cas de fraude et de piratage qui ont entaché la réputation de ces technologies. Cependant, de nombreux experts estiment que Bitcoin et les technologies blockchain ont un avenir brillant. Selon eux, ces technologies pourraient radicalement changer la manière dont nous effectuons des transactions, gérons nos données et même votons. Il ne fait aucun doute qu'il faudra du temps pour que ces technologies atteignent leur plein potentiel, mais il y a de fortes raisons de croire qu'elle est un avenir prometteur.